Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est pour nous un plaisir de vous savoir nombreux devant vos télévisions pour suivre cette édition. Comme toujours, chaque week-end, nous avons le plaisir de recevoir un nouvel invité et aussi traiter de nouvelles matières. Et pour cette fois-ci, nous allons recevoir sur ces plateaux Maître Blaise Moudodossi. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Bon, vous savez, nous, les week-ends, c'est de contacter, hein, on se tutoie, hein, je pense que vous allez accepter. Il n'y a pas de problème. Ah, super, voilà. Alors, vous êtes coordonnateur de APEM. APEM signifie quoi? APEM signifie Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées, qui est une organisation de la société civile environnementale en République démocratique du Congo, qui travaille dans le pays à partir de Kinshasa avec des actions en province sur essentiellement les questions de gouvernance forestière, les questions de foresterie communautaire et les questions de conservation et droits humains. Voilà, on va prendre d'abord l'aspect gouvernance forestière. Est-ce que la RDC est gouvernée sur ces aspects-là? Bon, je crois que dire qu'elle n'est pas gouvernée, c'est fort, hein, c'est très fort, mais il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a un problème, il y a un déficit. Il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on dise aujourd'hui que les forêts de la RDC sont bien gouvernées. Parce que quand on regarde tout ce qui s'est fait dans le secteur, quand on voit le niveau de contrôle qui est en train d'être fait, et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je crois que vous aussi, vous devez concourir à ce que l'État prenne ses responsabilités et que ce secteur qui peut aussi apporter beaucoup de choses, qui peut aussi contribuer au budget de l'État, puisse le faire. Mais est-ce qu'au niveau justement de vos interventions, qu'est-ce que vous faites pour aider le gouvernement à jouer réellement son rôle dans la gouvernance forestière? Oui, dans la gouvernance forestière, on est beaucoup plus sur des questions de sensibilisation des parties prenantes. Et là, nous, on travaille beaucoup plus avec les communautés locales et les peuples autochtones pygmées pour qu'ils jouent véritablement leur rôle tel que prévoit les codes forestiers et aussi... Ils ont un rôle, les pygmées par exemple, dans la gouvernance forestière, ils ont un rôle à jouer? Oui, bien sûr, ils ont un rôle à jouer, surtout au niveau de la participation. Tu vois, quand il y a, pour faire par exemple les inventaires, très souvent on recourt aussi à leur savoir. Et aussi, ils doivent aussi concourir à ce que l'exploitation se fasse dans un climat sain. Dans toute la paix, tout ça. Et ça, c'est quelque chose ils doivent comprendre. Ils doivent savoir leurs droits et leurs obligations pour bien s'y prendre. C'est ça. Sinon, on a assisté à des revendications qui sont allées au-delà de ce qui devrait être, en fait. Et c'est comme ça que nous, on travaille à ce niveau-là. Et entre-temps, il y a un plaidoyer que nous faisons au niveau national pour que la réglementation soit respectée. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a par exemple cession des concessions, on regarde, on vérifie et on voit si ça a respecté la réglementation. Et si ça n'a pas respecté la déréglementation, nous nous prononçons. Voilà. Mais parfois, on a l'impression que la société civile interprète les choses aussi de sa manière, parce que c'est ce qui se dit souvent, les différents ministres qui sont passés, surtout dans la question du moratoire qui vous oppose de manière éternelle, et ils disent vous interprétez les choses de votre manière, c'est ça ou bien non, ils disent à défaut? Oui, voilà, je crois qu'à ce niveau-là, quelle que soit la situation, nous tous nous savons que le moratoire existe, il est là et il est encore là. Parce que pour qu'il soit levé, il faut un acte qui va être pris. Et pour que cet acte soit pris, il faut qu'on se rassure qu'il y a la troisième condition qui est réalisée et qui ne l'est pas encore. Et c'est là où vous venez vous positionner. Voilà, non, ce n'est pas seulement là-bas. Parce que la question, c'est quoi? C'est que quand on regarde tout ce qui s'est fait, on se dit que est-ce que c'est vraiment une priorité même pour notre gouvernement? Mais les gens ont besoin de l'argent. Oui, s'il a besoin de l'argent, qu'il travaille pour assainir le secteur, qu'il travaille pour cette programmation géographique, qui d'ailleurs, quand on a travaillé avec les experts du ministère, on avait vu que même dans 6 mois, donc la période, le scénario le plus long qui avait été mis sur la table, c'était 3 ans. Et on est déjà au-delà de ces 3 ans-là. Donc, si la volonté était là pour travailler sur la 3e condition, on aurait déjà bouclé cette condition-là et le moratoire pourrait être... Connaissant la société civile, ceux qui sont au gouvernement pensent que vous
vous tirez profit de l'existence du moratoire parce que vous avez des financements qui viennent pour que vous puissiez faire beaucoup de bruit, mettant en cause le gouvernement. Non, 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 non. Vous n'aurez peut-être pas le temps de vouloir que ces moratoires puissent quitter. Oui, parce que la manière dont vous voulez aborder la question, c'est comme si ce sont des faux bruits. Hein, que non. Au fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous veillons juste à la gouvernance dans le secteur. C'est juste ça. On regarde comment les choses se passent et on observe qu'il y a beaucoup d'illégalité aujourd'hui. Partant de la manière dont on obtient les titres, la manière dont on obtient des concessions, jusqu'à la manière dont le bois sort ici et part à l'étranger. Donc c'est tout ça. Hein, le rapport des OGF et tout est clair. Donc on se rend compte vraiment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois que l'ordre doit être mis dans le secteur pour que la forêt joue véritablement son rôle par rapport à l'économie du pays. Maître, parce que vous êtes dans cette matière, je voudrais quand même, je vais comprendre. Lorsqu'on dit qu'une concession a été renvoyée au domaine privé de l'État, oui. Est-ce qu'elle devient une nouvelle concession ou bien c'est toujours la même concession qui était vieille, qui n'est pas frappée par les moratoires, mais qui... Non, quand ça rentre dans le domaine privé de l'État, et donc il change même, il n'était plus... Donc quand il est d'abord concession, on est dans le forêt de production permanente. Ouais. Okay? Donc ça a été puisé dans les forêts protégées pour devenir forêt de production permanente. Et quand la concession prend fin, ça rentre, ou l'État peut retirer, ça peut rentrer dans le forêt des protégés qui sont là. Et une fois, pour que ça devienne encore forêt de production, il faut un acte. Et il faut passer par tout ce qu'il faut, l'adjudication, tout ça. Le code forestier est clair par rapport à ça. Malheureusement, ça ne se fait pas. Quand on regarde tout ce qui a été passé... Mais les gré à gré n'est pas aussi exclu parce que c'est dans les codes forestiers. C'est exceptionnel. Mais il faut voir maintenant comment on est passé par ces gré à gré. Hein. Tout cela, donc il faut passer à peine fin. Et heureusement, nous, on est réconfortés de voir que tout ce que nous étions en train de dire là, les rapports de l'IGF a aussi quand même confirmé certains aspects de choses. Mais c'est un rapport que beaucoup de gens contestent aussi. Bon, bien sûr, même nous aussi, on n'est pas pour tout ce qui a été mentionné dedans, mais au moins sur certains nombres de choses, et surtout par rapport aux recommandations, ça nous réconforte parce que ce sont nos recommandations que nous avons toujours évidemment apportées auprès des décideurs. Et surtout que le rapport recommande qu'on suspende jusqu'à faire la lumière, donc on revient carrément dans les moratoires. C'est que vous avez toujours voulu. Voilà. Et donc, voilà. Donc les rapports viennent réconforter les moratoires. C'est pas pour rien, chers journalistes. Donc on est là, c'est pour voir à ce que les forêts soient bien gérées. Ok? Et pour que ça soit bien géré, il y a des choses qui doivent être mises en place. Il y a des choses qui doivent être mises en place et c'est comme ça que nous pensons qu'on est en train d'y aller. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'appuyer et de soutenir les initiatives de la vice-première ministre sur la question. Et j'espère qu'avec son équipe, on va y arriver. Mais qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui pensent que les ONG n'apportent pas grand-chose, surtout à l'amélioration des conditions de vie des communautés? Voilà, donc par rapport à ça, je crois qu'il faut faire les distinguos. Hein. Il y a des ONG qui travaillent sur les questions de développement et il y a des ONG aussi qui travaillent sur des questions humanitaires et il y a aussi des ONG qui travaillent sur des questions de plaidoyer. Hein. Et quand vous posez la question, mais moi je vois vraiment que tu as à l'esprit les ONG qui travaillent sur les questions de plaidoyer. L'amélioration des conditions de vie, c'est vrai, ça vient. Mais il y a toute l'amélioration de la gouvernance qui est au centre. Parce que quand ce n'est pas bien géré, c'est difficile que les communautés puissent se retrouver. Ouais. Voilà. Et quand les communautés ne se retrouvent pas, et c'est là maintenant les ONG sont en train de travailler, pousser pour faire en sorte que, par exemple, les clauses sociales des cahiers de charges soient respectées. Et par rapport à cette question, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a à boire et à manger. Il y a des concessions qui ont migré, qui ont changé d'usage de l'exploitation du bois vers la conservation. Pendant qu'il y avait eu des arriérés.
hein, dans la réalisation des cahiers des charges, des engagements avec les communautés, le clause social des cahiers des charges. Mais aujourd'hui, on se pose la question si... Donc on oublie toute cette page-là et on est dans une autre dynamique qui va vers les paiements de services environnementaux, pendant qu'il y a encore des choses qui devraient être... Alors, nous, la société civile, c'est là où nous nous trouvons, nous plaidons, nous faisons... C'est vrai, vous pouvez ne pas voir ça, mais posez la question, descendez sur le terrain, vous allez voir que là où on est, là où on travaille, il y a quand même une certaine amélioration de la part des acteurs, de la part de ceux qui sont en train de mener des activités sur le terrain. Ok, bon, nous irons peut-être un jour voir ce que vous faites sur le terrain, parce que moi j'ai déjà visité plusieurs projets. Parfois, je suis resté sur ma soif. Hein. Bon, oui, hein, vous êtes le bienvenu. Oui, hein. Voilà. Souvent, c'est des millions qui tombent dans les caisses des ONG, mais les communautés ne tirent pas réellement profit. Donc, tout reste dans les renforcements des capacités, de ceci, de cela, les missions des services. Voilà, c'est ça. Et ça, vous devez aussi vous amender vous-même. Tout dépend du projet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le projet dans lequel nous sommes vraiment engagés, qui est le projet de la foresterie communautaire, on va vraiment vers cet aspect des choses, l'amélioration des conditions de vie. Parce qu'on a compris aussi que en dehors de la sécurité qu'on peut apporter aux communautés par rapport à leur terroir, à leur forêt, il y a aussi cet aspect-là d'améliorer, tant soit peu, leurs conditions de vie qui, comme vous le savez, est toujours déplorable jusqu'aujourd'hui. Et donc on est sur ça. Et les projets, on a évolué avec certaines communautés et où il y a des plans, le plan de développement où eux-mêmes ils discutent et ils regardent et ils vont faire des choses beaucoup plus concrètes et pour se lancer dans des activités. La plupart, ils vont aller vers l'agriculture durable où ils vont faire le cacao, certains pourront faire le café, et ainsi de suite. Et on va les aider pour qu'ils les fassent convenablement bien et pour qu'ils aient beaucoup de production et qu'il y ait une filière qui va leur permettre de gagner suffisamment de moyens. Donc voilà là où on est. La RDC a lancé les programmes de développement à la base des 145 territoires. Ouais. Est-ce que les organisations comme les vôtres ont un rôle à jouer dans ces programmes? Bon, malheureusement, on n'a pas été impliqué dans la définition de ces programmes et même là, la définition de ces objectifs. Et tout ce que nous disons et tout ce que nous remarquons, c'est que ça a un peu calqué. Donc on n'a pas considéré les spécificités de chaque territoire. Ce qui est vrai qu'on a un grand pays et les problèmes ne se ressemblent pas, les contextes sont différents et c'est la raison pour laquelle on est en train de douter. On est en train de douter de la réussite de ces programmes et c'est la raison pour laquelle là où nous sommes, dans les territoires où nous œuvrons, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons travailler directement avec l'administration à la base pour faire en sorte que le besoin réel des communautés puisse trouver solution dans toutes les activités qui pourront être réalisées dans le cadre de ce programme-là. Mais à ce niveau-là, vous pensez que vous qui exécutez les projets de votre manière, l'administration qui exécute aussi un autre projet, ne voyez-vous pas qu'il y aura une inefficacité dans la gouvernance de l'action? Non, pas l'inefficacité, mais je pense qu'on peut aller vers la complémentarité. Okay. On peut aller vers la complémentarité dans le sens que nos actions tous vont vers le développement. Parce que la question c'est quoi? Par exemple pour nous la société civile, on ne peut pas construire les routes. Et nous par exemple, mon organisation, je ne peux pas construire des ponts par exemple. Mais je peux travailler pour que la production des communautés, la production des locaux puisse augmenter. Et quand ça augmente, s'il n'y a pas de routes et des dessertes agricoles réhabilitées, ça pose problème. Donc il faut qu'il y ait des routes pour bien évacuer. Et à ce niveau-là, vous pouvez intervenir. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous faisons? C'est un plaidoyer que nous faisons. C'est un plaidoyer, par exemple, que nous allons, et ça nous l'avons mis dans notre plan de travail, pour regarder dans les zones où nous travaillons, les routes de desserte agricole les plus importantes, et nous allons veiller à ce que, par exemple, lors de l'exécution du programme de développement des territoires,
qu'on se rassure que ces routes-là sont prises en compte. Sinon, ça sera juste des choses qui ne vont pas aider véritablement à l'essor économique. Mais là, vous ne pouvez pas mettre de l'argent à la disposition du gouvernement. Voilà, écoutez, nous, on a un projet ici. Non, nous mettons quand même 50 000 pour aider à ce que la route soit réhabilitée. Franchement, pour ce qui concerne mon organisation, c'est pas possible. C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas possible. Donc, mais à quoi ça aurait servi d'avoir une grande production qu'on ne sait pas ramener dans les centres de consommation? Bon, au fait, un travail qui s'est fait, pour, et ça je l'ai vu à Ilinga, dans une des communautés que nous accompagnons. Il y a quand même cette dynamique communautaire qui a ouvert par exemple la route, la piste qui part du village jusqu'au lac Tumba. Okay. Et ça permet déjà les communautés, et comme c'est une descente, avec même des charrettes, on descend et on achemine les productions jusqu'au lac, et à partir du lac, on peut facilement aller en Bandaka, on peut facilement aller jusqu'à Kinshasa avec sa marchandise. Okay. Donc voilà un peu la situation, c'est là où nous travaillons. Mais dire que on a des engagements avec l'État, on a ça. Non, vous pouvez avoir des engagements. Moi, j'ai fait un plaidoyer. Oui, voilà. C'est vrai. Mais il y a vraiment des partenaires, il y a des structures qui travaillent directement avec l'État sur ce genre de questions. Okay. Et donc, c'est question de les identifier et d'aller et plaider pour que certains aspects comme des vrais besoins des communautés parce que le désenclavement est très important pour l'essor économique des villages. Ça c'est très important. Tant qu'on est enclavé, vous ne pouvez rien faire. Et c'est comme ça qu'on a vu dans certains villages, il y a des produits qui pourrissent. Après récolte, ça pourrit, tout simplement parce qu'on ne sait pas acheminer ça vers le marché. Exactement. Et donc voilà. Alors, Maître Blaise, RDC Pays Solutions, ça vous dit quelque chose? Oui. Ça te dit quoi? Non, pour moi, je crois que c'est un slogan qui... c'est un slogan. Bon, c'est un slogan bien sûr, okay. Mais qui ne doit pas rester à ce niveau-là. Ah, d'accord. Qui ne doit pas rester à ce niveau-là, et qui doit aller vraiment dans le... Qui doit prendre corps. Voilà, il doit être vraiment dans le habillé, des activités, des programmes qu'on voit pas. Parce que le programme des milliards d'arbres, par exemple, tu vois, jusque-là, on n'a pas encore vu qu'il y ait grand-chose. Non, mais madame avait dit qu'on avait déjà planté 350 millions d'arbres. Voilà. Bon, peut-être il n'y a pas assez de communication autour de ça, mais franchement, je vous dis que il n'y a pas assez d'informations. Par exemple, pour moi, bon, peut-être les autres, peut-être vous aussi, vous en savez quelque chose, mais moi, je ne vois pas des sites où on peut dire qu'il y a 3 millions d'arbres qui ont été plantés. Et quand bien même ça a été planté, il faut se rassurer que, parce que moi j'ai eu à travailler dans certains projets de reboisement, je sais que vous pouvez planter 1000 arbres, mais c'est seulement 10 qui vont sortir du sol, tout simplement parce qu'il y a un grand travail à faire pour se rassurer que c'est entretenu, c'est protégé contre les animaux, ainsi de suite, et tout. Et tout ça, ce sont des choses à faire. Est-ce que ça s'est fait? Voilà. Pays Solutions, je crois que c'est possible. C'est possible que nous soyons la solution parce que d'abord, nous-mêmes, nous avons 60% des forêts du bassin du Congo. Et aujourd'hui, le bassin du Congo est en train de prendre la première place par rapport à tous les bassins que le monde a aujourd'hui. Et donc, pour moi, je crois que si on prend les choses au sérieux et si on travaille vraiment pour assainir notre secteur et travailler par rapport à tout ce qu'il faut, la conservation, l'exploitation durable des forêts, ainsi de suite, et tout, on peut contribuer à ça. Et en plus de ça, nous avons une grande partie des tourbières tropicales au monde se trouve ici en RDC. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui peut nous amener à donner la solution au monde par rapport aux questions climatiques. Quelle est votre analyse à cette question?
lorsqu'on regarde par exemple la ressource forestière, la RDC, Oui. est-ce qu'elle est une solution d'abord pour les Congolais, avant d'être une solution pour le monde entier? Non, bien sûr. La question, c'est quoi? C'est la manière dont nous y prenons. Donc, la question, c'est quoi? C'est que ça doit d'abord nous être utile. Ça doit contribuer au développement de notre... Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça contribue? Non, merci. Non, merci. On n'est pas encore là. C'est ça le problème et c'est ça la lutte dans laquelle nous sommes. C'est que nous devons profiter de nos ressources. C'est ça le premier combat. Et si on n'arrive pas à ça, ça sera un combat qui n'aboutira à rien. Parce que ça enrichit les autres, mais pas les Congolais. L'État congolais ne tire rien, les communautés ne tirent rien. C'est comme ça que tu vois, souvent quand nous prenons des positions, on dit non, voilà. Mais c'est ça la réalité. Parce que quand on regarde aujourd'hui les bénéfices par rapport à l'exploitation industrielle du bois, ça profite à qui exactement? C'est une question que nous posons tous les jours. Est-ce que ça profite à l'État congolais? Quand on regarde le pourcentage de contribution du secteur par rapport au budget national, on est à moins d'1%. Okay? Si on regarde maintenant au niveau local, au niveau des ETD, qu'est-ce que ça apporte? Bon, les facilités au niveau des communautés, ainsi de suite, quand on regarde ça et on les évalue, est-ce que c'est ça vraiment ce qu'il faut? Ou bien il faut vraiment s'assurer qu'il y a une amélioration des vies qui s'observe dans les endroits où on exploite le bois. Mais très souvent, ce n'est pas ça. C'est ça le problème. Et donc, il y a un grand travail à faire à ce niveau-là pour se rassurer que d'abord, toutes ces ressources forestières profitent d'abord aux communautés et puis au pays et ensuite au monde entier parce qu'on est vraiment dans un monde village. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on va tourner la page de la gouvernance forestière par cette question. Quelles sont les recommandations que vous adressez directement au gouvernement pour améliorer la gouvernance forestière? Bon, pour améliorer la gouvernance forestière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais principalement, c'est voir comment assainir le secteur. C'est-à-dire l'assainissement du secteur, c'est que on regarde les concessions qui existent. Il y a des concessions qui existent que de nom. Ça existe, on sait que ça appartient à X société, mais ce n'est pas opérationnel. Il n'y a aucune infrastructure, il n'y a aucun matériel sur le terrain, ainsi de suite, mais ça appartient à quelqu'un et puis ça reste comme ça. On se pose la question, voilà, donc on peut même citer quelques cas qui sont concernés par ce genre de choses. Et ça, c'est déjà un problème. Alors, à part ça, il y a la collaboration. La collaboration au niveau du secteur, les parties prenantes, et même au niveau même de le ministère et l'administration. Il faut vraiment qu'il y ait une collaboration pour s'assurer que les actes sont posés en respectant évidemment tout ce que la réglementation dit. Parce qu'on a compris que certains cas que nous avions déplorés, c'était soit le ministère a travaillé en solo, sans pour autant impliquer véritablement l'administration, qui est son technicien, voyez-vous. Et donc, il y a des cas comme ça que nous avons vécu. Et à part ça, il y a le contrôle forestier qui doit être fait et de manière indépendante. Ça pose vraiment un problème où on a des gens qui travaillent et qui font tout ce qu'ils veulent et personne ne peut les inquiéter. Et ça, c'est vraiment un sérieux problème. Et c'est vrai qu'il y a toute une direction qui fait ce travail, mais combien de missions cette direction fait sur le terrain? C'est ça la question. Combien de missions par an? Et ça, si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'endroits où le contrôle n'est pas fait. Et quand le contrôle n'est pas fait, et on laisse évidemment les opérateurs faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai vu un opérateur dans Ingende qui a marché même dans les cimetières des communautés, qui a coupé même les arbres à chenilles. Finalement, voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça.
Mais la grande question, c'est que si le contrôle est bien fait, et la collaboration au niveau du secteur et avec toutes les parties prenantes, et puis on met en place un système qui évidemment garantit le respect des textes et tous les règlements qui concernent l'exploitation du bois. Je crois qu'on peut arriver à un résultat meilleur. Alors, Maître Blaise, parlons conservation à présent, parce que c'est le domaine dans lequel vous êtes encore plus à l'aise, je l'espère bien. Ouais. Vous êtes ressortissant du Sud Kivu. Du Sud Kivu, oui. Et est-ce qu'il y a des pygmées au Sud Kivu? Il y en a. Il y a des pygmées au Sud Kivu, il y a des pygmées qui habitaient le parc national de Kahuzi-Biega et qui, lors de la création du parc de Kahuzi-Biega, ils se sont retrouvés aux alentours du parc de Kahuzi-Biega. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec ces pygmées, non seulement dans le cadre académique, parce que mon mémoire de licence portait sur cette question-là, les droits des communautés locales et peuples autochtones, pygmées du PNKB, par rapport aux forêts qui sont dans le parc et qui sont en dehors du parc. On a essayé un peu de réfléchir sur comment est-ce que ces gens-là, qui ont été dépourvus de leurs milliers de vies et qui se retrouvent en dehors, comment est-ce qu'ils peuvent compter encore sur ce patrimoine qui est devenu mondial aujourd'hui. Mais l'autre fois, j'ai reçu les conservateurs en chef et les chefs d'ici, justement, de Kahuzi-Biega, qui m'avaient dit que l'inverse un peu de ce que vous dites. Oui, je crois que j'avais même réagi quand vous aviez publié l'émission, j'avais réagi et j'avais dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dire que le PNKB, il n'y a pas de pygmées qui étaient dedans quand le parc était créé, et c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que même tous les documents du partant de la colonie jusqu'à aujourd'hui montrent noir sur blanc que les pygmées étaient dedans. Non seulement ils étaient dedans toujours en mode nomade, parce qu'ils allaient des collines à collines et ainsi de suite, parce que pour eux, c'est la cueillette. Et la cueillette varie d'une zone à une autre, et donc on doit se déplacer pour chercher quoi survivre. Et ça, c'est ça leur monde de vie, on ne peut pas les empêcher de vivre comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a observé? C'est que depuis que le parc a été créé, ils ont été obligés de quitter le parc et de rester dans les alentours. Et nous avons travaillé avec eux aussi quand j'étais au niveau des WWF et aussi quand j'étais dans la société civile environnementale au niveau du Sud Kivu. J'ai eu à les accompagner dans la cartographie participative de leurs espaces autour du parc, donc là où ils étaient. Et ils nous ont dit eux-mêmes que voilà, les anciens villages, c'est à telle colline, Katasso, moi. Ils disaient des noms comme ça là, et même ils disaient, si vous voulez, on peut y aller, vous allez trouver des vieilles maisons, des vestiges au fait, des villages qui existent là-bas. Et donc, pour moi, dire qu'il n'y a pas de pygmées et qui sont originaires du PNKB, c'est très faux. Parce que quand vous regardez les peuples autochtones pygmées qui sont au niveau de Kabare, donc dans les Katana là-bas, la famille de Kaneto et les Buyungule là-bas, et vous allez à Calais, tous sont venus du PNKB. Et j'avais été même surpris quand j'étais en train de discuter avec les pygmées qui sont à Idjoui, un peu plus loin dans l'île qui est dans le lac Kivu. Ils ont aussi dit que leurs origines, c'est les forêts du PNKB. Wow. Et donc voilà. Alors, vous travaillez déjà avec ces peuples pygmées autour du PNKB. Ouais. Quels sont les vrais problèmes de ces peuples? Les vrais problèmes, c'est l'accès à la terre et aux ressources. C'est seulement ça. Okay. L'accès à la terre et aux ressources. Au fait, qu'est-ce qu'on a remarqué? D'abord, il faut comprendre le contexte, parce que c'est un peu différent. Parce que même ici à l'ouest, au niveau du parc national de Salonga, il y avait eu des déplacements. Des gens avaient quitté les endroits qui constituent aujourd'hui le parc et se sont retrouvés en dehors du parc.
Alors, mais là, il n'y a pas une pression démographique comme au Sud Kivu, comme vous le savez. C'est le coin du pays où il y a une densité forte. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'observe? En quittant le parc, ils sont retrouvés juste à côté du parc et en interagissant avec les propriétaires de ces zones-là, qui sont les Havu et les Chi. OK? Et conséquence, c'est quoi? C'est que vous n'avez rien, vous n'avez pas de terre, et ils vivaient juste des petits travaux auxquels ils ne sont même pas habitués, tu vois. Hein? Les chasseurs-cueilleurs, et puis ils commencent à cultiver pour les autres même, parce qu'ils n'ont même pas des endroits pour cultiver. J'ai vu les endroits où ils étaient en train de cultiver, c'était juste des petits jardins qu'ils entretenaient derrière leur maison. Donc, et ça, c'est la vie qui les avait caractérisée pendant tout le temps. Tout le temps. Et le problème qu'ils ont avec le parc aujourd'hui vient de tout ça, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont gagné de la présence du parc? À part le fait d'être en dehors et d'être oublié et de connaître tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelle peut être une issue à ces problèmes? Bon, l'issue à ces problèmes a été discutée. Je crois qu'il y avait suffisamment des avancées qui étaient en train d'aller vers leur implication dans la gestion. Okay. Et des ouvertures, parce que c'est prévu même dans la loi 14 sur la conservation, que certaines ouvertures peuvent être faites pour permettre à ce que X communauté, qui est liée à la forêt en question, puisse entrer pour faire certaines choses qui n'auront rien à voir avec... Ça, c'est prévu, même dans les forêts classées des premières catégories. Et donc, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'ils sont impliqués dans la gestion. Et il y avait même, je pense, il y avait même des avancées par rapport à cette question, où le ICCN a commencé à utiliser ces gens-là, le peuple autochtone pygmée, qui avaient des capacités dans les équipes. On les a vus comme éco-gardes, on les a vus comme agents, et ainsi de suite. Et donc, ça, nous avons salué. Nous avons salué. Je crois que c'est la même lancée. Mais il faut envisager, il faut aller un peu plus loin et des projets, des alternatives qui peuvent être mises en place au profit de ces communautés-là et pas pris de manière isolée, mais qui peuvent aussi bénéficier même aux autres communautés environnantes. Et donc, pour moi, c'est ça, au fait, le vrai problème. Mais quand il n'y a pas cette ouverture, quand il n'y a pas ce dialogue, et les projets qui arrivent comme ça, là, et qui n'apportent rien auprès des communautés, et c'est ce qui révolte. Et c'est comme ça que quand je regarde la manière dont même le braconnage est en train de prendre de l'ampleur, c'est peut-être lié aussi, je pense, c'est peut-être lié aussi à cette méfiance-là et à ce sentiment de se sentir dépossédé de ce qu'on avait, et qu'il peut y avoir des collaborations et ainsi de suite et tout, que nous n'encourageons pas évidemment, qui peuvent s'opérer, et où un silence coupable. Et donc pour nous, la collaboration entre l'ICCN et ces peuples-là est très importante pour espérer à la bonne gestion de leurs protégés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous remarquez, il y a toujours des problèmes dans la gestion. Il y a des problèmes, il y a les animaux qui... quand vous regardez, quand le parc avait été créé, vous regardez les statistiques, et aujourd'hui, la courbe elle est en train de descendre. Exactement. Ouais. Alors, la semaine reste marquée justement par la publication d'un rapport qui met en cause le travail des éco-gardes dans les parcs des Virunga. Avez-vous eu l'information sur cet aspect? Oui, j'ai suivi les conclusions de ces rapports-là. Et ce qui est vrai que on n'a pas encore toutes les précisions par rapport à ce qui a été mentionné dans le rapport. Mais est-il que je connais bien la maison, je connais bien la structure qui a fait ces rapports, je connais leur approche et qui a toujours été suffisamment fouillé, quoi. Quand ils travaillent, c'est vraiment avec les concernés, ils descendent sur le terrain. Donc j'espère que ce qui est dit là-bas est vrai.
Et si ce qui est dit là est vrai, c'est très grave. C'est très grave et pour moi, c'est un recul. C'est un recul terrible parce que il y avait pour moi, à partir de 2018, j'avais vraiment vu l'approche collaborative entre l'ICSN et les écogares et les communautés était vraiment au top. Et arriver à des cas comme ça, pour moi, c'est vraiment un recul. Et c'est déplorable. Et c'est la raison pour laquelle, comme on n'a pas encore tous les éléments, et nous avons demandé à ce qu'il y ait une enquête qui va dégager les responsabilités et que les coupables soient sévèrement punis. Parce qu'on parle de mort d'hommes, on parle de destruction méchante, et ça, c'est très grave. Selon votre analyse, cette situation doit être due à quoi? Bon, je pense que c'est dit à la manière de gérer l'air protégé. Si ça a été, pour moi, si on a été vraiment dans les conclusions des dialogues qui avaient eu lieu, où tout le monde, toutes les parties se sont défoulées et des recommandations avaient été formulées, si on était vraiment dans cette feuille de route-là, on ne pouvait pas arriver à ce genre de choses. On ne pouvait pas arriver dans ce genre de choses parce que dedans, il y avait des plans clairement établis pour intégrer ces communautés dans la gestion de l'air protégé. Il y avait évidemment des projets qui devraient être mis en place pour mettre en place des alternatives par rapport... Mais ces projets qui devraient les mettre en place, c'est les gouvernements ou les bailleurs? Bon, il y avait, je crois, les gouvernements et les bailleurs qui devraient se mettre ensemble pour faire des choses. Et ça, c'est de là où on devrait être. Et c'est là, moi, je ne soutiens pas aussi le fait d'aller forcer et habiter dans le parc. Parce que c'est interdit. Ça aussi, c'est une autre question. C'est vraiment un problème parce que quand ils sont arrivés à ça, je sais que c'est parce que peut-être ils ont tout fait et ils n'ont pas eu gain de cause. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé, ils ont dit, ici là où nous sommes en train de mourir. Tant mieux s'il faut mourir, allons mourir là où on a quand même quelque chose à manger. Vraiment. Oui, voilà, donc pour moi c'est ça. Et donc tout ce qui devrait être fait, j'imagine que ça n'a pas été fait. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à ces cas que nous déplorons tous. Ah, ça c'est terrible, mais de l'autre côté, l'ICC ne reconnaît pas ça. Bon, ne reconnaît même pas avoir été saisi par cette organisation qui a mené cette enquête pour avoir son point de vue. Bon, ça je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle s'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas quelque chose, qu'on mette en place alors une enquête où toutes les parties prenantes vont se retrouver et afin de dégager les responsabilités, c'est tout, quoi. Okay. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et s'il y a des responsables qui soient vraiment punis conformément à la loi. Aujourd'hui, si les faits relevés dans le rapport qui a été dressé contre les PNKB s'avéraient vrais, est-ce qu'il y a-t-il des conséquences? Bien sûr, il y a des conséquences juridiques et qui peuvent aboutir à des poursuites. Pour sanctionner sévèrement tout celui qui a été derrière cette action-là. Mais que répondrez-vous à ceux qui pensent que c'est une lutte menée pour déstabiliser l'AFD qui veut par exemple aller investir dans les parcs Kaouzi Biega? Ah, ça je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça parce que je ne... Ah oui, c'est vrai, moi je ne peux pas entrer dans ces considérations-là. Moi je suis vraiment sur les considérations générales de la zone où on a un problème sérieux entre les pygmées qui revendiquent évidemment des droits dans les forêts qui aujourd'hui constituent le PNKB. C'est juste ça. Et pour répondre à ça, notre droit prévoit des choses qui peuvent être faites et pour que la gestion de l'air protégé soit apaisée avec les communautés riveraines. Parce qu'on ne peut pas protéger un bloc forestier sans pour autant intéresser les communautés environnantes. Et ça, c'est connu de tout le monde. Même ceux qui sont là, ils le savent très bien. Et ils le disent même dans leur discours. Alors, je vais vous poser des questions pour clôturer cette émission. Oui. La première, qu'est-ce que vous regrettez depuis que vous travaillez en tant qu'APEN?
Bon, depuis que nous sommes comme APEM, je regrette juste une chose. On avait vraiment voulu travailler sur un projet dans le Salonga, et qui avait été... en fait, c'était un prix qu'on avait reçu des RAIS, des USAID, et qui n'avait pas abouti. Tout simplement parce qu'il fallait un MOU avec l'ICCN, ce qui n'avait pas marché. Bon, voilà, et c'est une page tournée. Ce n'est pas parce que vous les aviez accusés de viol? Bon, nous avons fait notre travail, ouais. On a fait notre travail. Votre rapport avait quand même affaibli l'ICCN et ses partenaires. Bon, mais après ça, c'est... Ça, vous ne le regrettez pas? Bon, non, ça n'a pas affaibli. Au contraire, ça a mis un peu de l'ordre dans ce que les amis sont en train de faire. Et aujourd'hui, pour moi, au niveau des Salonga, je crois que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'évolutions et que nous saluons et que tout le monde entier est en train de saluer. Et je crois même que la position du site aujourd'hui, il est beaucoup plus confortable que ce qu'il y avait il y a 5 ans. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, il y a les communautés qui se sont engagées et aujourd'hui nous avons une certaine collaboration, il y a des choses qui ont été faites là-bas, il y a certaines ouvertures qui existent en termes de dialogue, ainsi de suite, et que nous saluons. Donc vous pensez que depuis ces rapports, les choses se sont améliorées? Bon, il y a une amélioration qui est en train d'arriver. On ne peut pas dire que c'est maintenant tout est rose maintenant, mais au moins il y a des changements qui se disent, qui se déclarent même auprès, que ce soit auprès des communautés, que ce soit auprès des administrations au niveau local. Ils disent que ce n'est pas... avant, on a enregistré beaucoup plus d'exactions. Aujourd'hui, ce n'est pas à cette proportion-là. Ok. Deuxième question, Maître Blaise. Qu'est-ce que vous devriez faire en tant qu'APEM que vous n'avez pas encore fait? Bon, ce que nous n'avons pas encore fait, je crois que c'est le travail, en fait, de terrain. Et on doit avoir des antennes. Parce que c'est ça, c'est que la mission que vous avez donnée comme structure, il faut avoir des antennes au niveau des provinces. Mais aujourd'hui, on travaille à travers les points focaux. Et donc, le grand travail et le mandat que le conseil d'administration m'a donné pour cette année, c'est de commencer à voir comment être présent dans les provinces à travers des antennes et qui ont des organes tels que prévus par nos statuts. Okay. Donc, c'est sur ça que nous allons nous mettre pour être dans les normes. Alors, qu'est-ce qui motive votre fierté à travailler pour la conservation, pour les communautés et pour la préservation des forêts? Ah, ça c'est vraiment une question intéressante. Au fait, c'est tout simplement parce que j'aime la vie, okay. Et j'aime voir les pauvres sourire. Quand je vois les communautés, je me dis, aujourd'hui, tout ce que nous avons, la richesse qui est là, c'est parce qu'ils ont été là. Ils ont été là, ils ont travaillé, ils se sont comportés d'une certaine manière pour qu'aujourd'hui on parle que nous avons le premier poumon ou le deuxième poumon au monde. Tu vois? Et ça, c'est très très important. Et donc ces gens-là, et je crois qu'il faut garder cette façon de vivre et qui va permettre à ce que ces richesses-là ne soient pas seulement aujourd'hui, qu'ils soient durables. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est vraiment là. Et je suis très à l'aise quand je travaille sur les questions de l'environnement, sur les questions du climat, sur les questions des droits humains, parce que tout cela est lié. Le développement durable, c'est ça, en fait. Quel est votre dernier mot pour cette émission? Bon, le dernier mot, c'est juste féliciter le travail qu'Environ News est en train de faire. Et je ne cesse jamais de te le dire. Pour nous, on est vraiment très flattés de voir un média fixé sur les questions de l'environnement, les questions des forêts, les questions des ressources naturelles. Ce qui n'était pas le cas avant. On avait des journalistes qui étaient là, ils sont dans la politique, ils sont dans plusieurs choses. Et quand ils étaient sur la question forestière, on ne le voyait vraiment pas très profond, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose à féliciter et je vous encourage
Et je crois que demain ou après-demain, vous irez très loin, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Et je pense que les informations que vous avez données à nos téléspectateurs ont peut-être édifié, ont donné plus d'éclaircissements sur autant des questions qui s'est posées dans leur maison. C'est la première fois que je vous reçois, je pense que ce n'est pas la dernière. Hein. Non, non, je suis là à votre disposition. Tout dépend des agendas. C'est question juste de communiquer avant et puis on va se fixer. Super. D'accord. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bon, le débat a été, je crois, bien hein, au niveau, parce qu'on a touché presque tout, même des questions auxquelles je ne m'attendais pas, mais c'est venu. Mais heureusement, comme c'était dans le cadre du travail que je fais tous les jours, c'est la raison pour laquelle on a eu quand même des éléments de réponse qu'on a pu présenter. Le plateau, il est bien, impeccable, avec des jeunes motivés. Et ça, nous félicitons. Hein.